Alors, aujourd'hui, on va voir le dialogue marketing, la partie 1, qui est en fond des exemples de personnalisation qu'on va vous montrer. En mars, il va y avoir une autre partie qui va être vraiment comment implanter ça dans l'outil OpenFill, donc quelque chose d'un petit peu plus technique pour ceux qui sont utilisateurs OpenFill. Et entre les deux, si jamais vous avez de l'intérêt, pour le 28 février, vous allez recevoir des invitations. Nous allons faire, ou c'est le 27 février, ou cette semaine-là, nous allons faire un webinaire sur la nouvelle loi C-28 sur l'implantation donc d'un centre de consentement pour respecter la loi anti-pourriel. Alors, au niveau de la personnalisation, j'étais très surprise. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là lorsqu'on a fait la conférence au mois de novembre, parce que c'est la même présentation que je fais. J'étais surprise de voir qu'il y avait à peu près 5 ou 6 personnes sur nos 70 participants qui faisaient de la personnalisation. Donc, ça représentait même pas 10% de notre clientèle. Donc, on part vraiment vous montrer la personnalisation de base. On va aller vous montrer aussi la personnalisation par groupe et on va aller jusqu'à la personnalisation dynamique. À chacun des points, à ce moment-là, on va vous montrer des exemples et vous expliquer un peu, dans le fond, ce que vous avez besoin comme information et pour pouvoir personnaliser de cette façon-là. Au niveau des bénéfices de la personnalisation, donc la personnalisation, c'est très important pour la majorité des marketeurs qui ont été sondés. Je ne me souviens pas de la source, là, j'aurais dû la marquer, mais il y a 94% il y a 94% des entreprises qui disent que la personnalisation est importante pour eux, des marketeurs, donc qui veulent offrir de la personnalisation de plus en plus. Sur ça, il y en a 19% qui disent que concrètement, ça augmente leurs résultats. Et il y en a 70% qui disent que ça augmente peut-être pas le résultat, mais ça augmente l'expérience et la performance avec la clientèle. Donc, à long terme, ça augmente la fidélité. Au niveau de la personnalisation de base, la personnalisation de base, c'est comme on utilisait, c'est le bon, comme on utilisait en bon français, le mail merge ou la fusion dans Word pour ceux qui ont travaillé avec cet outil-là dans le temps qu'on faisait des envois postales. Alors, c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est d'ajouter à partir de votre fichier, par exemple, votre fichier Excel, vous avez votre nom, votre prénom, vous ajoutez cette information-là sous forme de tag dans votre contenu, ce qui fait que vous allez pouvoir personnaliser la salutation et personnaliser d'autres éléments qu'on va voir plus loin. Donc, c'est à la base, c'est le contenu de votre base de données qui va définir ce que vous pouvez mettre comme personnalisation, c'est-à-dire les colonnes de votre fichier Excel, si on parle en termes de fichier Excel. Des exemples, par exemple, ben, c'est sûr on voit souvent le bonjour Pascal, bonjour Manon, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Ici, par exemple, vous voyez, c'est mon cas à moi là, de mes récompenses WestJet. Donc, vous voyez, il y a mon nom qui est indiqué, il y a mon nombre de dollars accumulés, mon identifiant WestJet, la date. On pourrait, il pourrait y avoir un numéro de membre. Donc, dans le fond, c'est le contenu de votre base de données. Vous avez juste à identifier à quel endroit dans votre message vous voulez avoir cette information-là et automatiquement, on va aller chercher dans le profil du contact pour aller faire l'insertion de la personnalisation. Un des endroits dans lequel ça augmente beaucoup quand même les résultats. Ça, c'est une étude qu'on avait fait, je me souviens pas, je pense que c'est l'année dernière, en 2013, qu'on avait sorti cette étude-là sur les objets, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, parce que vous voyez le tableau de droite, il y avait beaucoup de gens qui disaient que, bon, si l'objet était plus court, les résultats étaient meilleurs. Donc, on a vraiment fait une analyse. Ce que vous voyez, en fait, c'est les résultats vraiment selon le nombre de caractères. Ce que vous avez sur la ligne horizontale, c'est le nombre de caractères. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment, en rouge, c'est au niveau des taux de clic. Alors, ce qu'on voit, ou oups, pardon, ce qu'on voit dans le fond, c'est les taux de clic et d'ouverture. On ne peut pas vraiment dire, on peut peut-être dire qu'à 210 caractères, il y a eu des résultats un petit peu moindres, mais ça peut être juste un message ou quelques messages. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que la première donnée que vous voyez, ou la flèche verte, c'est les objets qui sont personnalisés. En fait, si vous regardez, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui êtes sur LinkedIn. LinkedIn utilise beaucoup, la majorité des messages qu'ils vont utiliser vont avoir le prénom à l'intérieur, dans l'objet. Vous voyez par exemple l'exemple qu'on voit, j'ai Top News pour Pascal. Pascal, are you following marketing? Donc, puis c'est une des entreprises qui font le plus d'envois d'emails, donc j'imagine que de leur côté, ils ont quand même testé pour voir si ça avait des résultats concluants. Donc,
c'est un élément important et c'est très facile parce que dans le fond, si vous avez le prénom dans votre base de données, vous allez mettre votre curseur à l'endroit où vous voulez dans votre objet et vous faites tout simplement insérer le paramètre de personnalisation que vous souhaitez y mettre. Ce pourrait être, si vous êtes dans le contexte inter-entreprise ou business to business, ça pourrait être même le nom de l'entreprise que vous pourriez insérer à cet endroit-là. Il n'y a pas de limite, c'est juste que souvent, ce qu'on va voir, c'est la personnalisation, ça va être plus le prénom qui va être utilisé. Une des choses aussi que ça fait pas très longtemps, qui n'est pas beaucoup utilisée maintenant, c'est d'avoir la possibilité de personnaliser une image. Ça va beaucoup plus être utilisé dans le cadre d'une campagne, peut-être plus, bon, je pourrais dire un peu plus personnelle, personnalisée, comme par exemple une carte de fête ou un concours. Euh, il y a quelques années, il y avait plusieurs projets qui avaient parti de ça. On s'inscrivait, puis on voyait, par exemple, notre nom apparaître dans le journal. Donc, c'est un peu sur cette base-là. C'est que dans le fond, nous, on utilise le nom ou le prénom, peu importe ce que l'information que vous décidez de mettre dans votre message. Et à ce moment-là, il y a une image qui est créée basée pour chacun des clients. Il y a une image personnalisée contenant son nom ou son prénom, tout dépendant ce que vous souhaitez. Alors, c'est une autre façon de faire de la personnalisation, mais l'avantage avec ça, c'est qu'on ne se limite pas, parce que quand vous faites de la personnalisation directement dans le contenu texte, vous vous limitez bien entendu au Arial Helvetica, toutes les polices de caractères, alors que qui sont web, alors que si vous y allez de cette façon-là, comme on voit le Bonne Fête Sandra, ben, il y a un petit angle dedans, c'est une police qui est différente. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites, donc ça fait un petit peu plus beau visuel à ce moment-là. Une des autres choses qui peuvent être faites, c'est la personnalisation de l'expéditeur. On va voir ça souvent bon, au niveau des représentants ou le nom de la place d'affaires. Ici, ce que vous voyez, c'est un exemple de la CEPAC. Pour la CEPAC, chacun des personnes qui recevaient le message le recevait de la part de la réserve phonique où qu'il avait été visité l'année précédente. Alors, on va utiliser ça beaucoup quand on fait du marketing viral ou quand on fait des cartes de Noël, on va utiliser ça beaucoup, c'est que on va se rajouter une colonne dans notre fichier Excel qu'on peut appeler représentant. Puis cette colonne, on va importer ça. Puis à partir de ce moment-là, lorsqu'on va arriver pour mettre le nom de l'expéditeur, au lieu de rentrer le nom de votre compagnie ou votre nom, à ce moment-là, vous sélectionnez dans la liste des champs, vous sélectionnez le nom du représentant, ce qui veut dire que chacune des personnes va recevoir le message avec le nom de son représentant. Comme ça pourrait être une place d'affaires aussi, donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. C'est ce qu'on utilise pour faire le marketing viral. Dans le fond, on met le nom du référenceur comme expéditeur. C'est ce qui est utilisé comme fonctionnalité. Une autre façon d'utiliser les codes de fusion, c'est d'ajouter des paramètres aux hyperliens. Dans le fond, les paramètres aux hyperliens peuvent être ajoutés autant dans un message électronique que vous envoyez, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un lien qui mène vers une page web et avoir inséré à l'intérieur de ce lien-là le nom, prénom de la personne pour que lorsqu'il se retrouve sur la page suivante, votre site web vienne récupérer cette information-là puis puisse personnaliser à ce moment-là la relation avec la personne. Ça peut être aussi dans un envoi postal. Donc, vous faites un envoi puis vous invitez les gens à venir sur votre site. À ce moment-là, on peut, si vous utilisez l'envoi postal, ça pourrait être un code client. On le fait pour un client. Dans le fond, vous mettez un code client, puis à ce moment-là, lorsque la personne rentre ce code-là, on est capable d'identifier qui est venu. C'est l'avantage de ça, de personnaliser ensuite la page. Donc, ce que ça permet au niveau des pulls, c'est d'offrir une expérience plus enrichissante, mais aussi, comme je dis, au niveau des envois postaux, si on utilise un code, on est capable par la suite de faire le tracking, de dire c'est cette personne-là qui est venue. Donc, et ensuite de réagir aussi si on a besoin. Dans le cas du projet qu'on avait fait, c'est qu'on envoyait des lettres par la poste, le client venait, on identifiait le client qui était venu et on envoyait une communication à son représentant pour que le représentant puisse communiquer avec lui. On a fini la personnalisation qui est très de base, comme dit, comme je dis, c'est la personnalisation sur les marqueurs de fusion. Cette première personnalisation-là qu'on vient de voir, c'est la personnalisation qui nécessite un seul message. C'est quelques éléments de notre message qui sont personnalisés. Lorsqu'on arrive à la personnalisation par groupe, à ce moment-ci, on arrive plutôt à une personnalisation qui va nécessiter, c'est plus du ciblage de clients qu'on va faire. Puis à ce moment-là, habituellement, c'est deux ou plusieurs messages. C'est-à-dire qu'on va prendre le message, par exemple, meilleur exemple, anglais-français. Donc, on envoie aux anglophones et aux francophones chacun des messages. Ça, c'est la personnalisation qu'on dit par groupe.
Par contre, on n'est pas obligé de se limiter juste à la région. On pourrait, ou au sexe, on pourrait également faire de la personnalisation basée sur la région, basée sur les intérêts, sur les âges. Ici, j'avais un petit exemple parce que on agace souvent les gens. Nous, on a ouvert notre bureau à Toronto, puis moi, je suis à Toronto. Donc, on disait souvent que nous, on était sur le balai à feuilles alors que vous étiez sur les pelles. Mais je vous dirais que cette année, je pense qu'on est plus sur les pelles que vous. En fait, c'est parce que nos pelles sont peut-être pas prêtes pour la quantité de neige et le froid qu'on a. Mais c'est ça, dans le fond, par exemple, dans ce cas-ci, ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'on aurait pu envoyer un message pour les gens de l'Ontario en parlant du printemps, plus tôt, par exemple, et pour les gens de Montréal, ben, on va peut-être continuer à parler de l'hiver. Un bon exemple là-dessus, quand on parle de démographie, lorsqu'on parle de région, c'est que si vous êtes pan-canadien, puis que vous vendez des produits saisonniers, ben, il faut peut-être des fois s'adapter dans les produits saisonniers pour ne pas afficher à tout le monde. C'est pas le printemps n'arrive pas partout en même temps. Alors, ça peut être une bonne tactique là, parce que je me souviens, on avait fait un envoi pour un client, puis il y avait son message spécifique, c'était le printemps est arrivé, mais comme le printemps n'était pas du tout arrivé au Québec, mais il est arrivé dans l'ouest du Canada, mais le résultat au Québec n'a pas été très bon. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on aurait probablement dû faire, c'est avoir un seul message qu'on aurait pu créer en deux versions, mais cibler les gens peut-être de l'ouest avec l'objet, maintenant le printemps est là, et cibler les gens de l'est avec un autre objet. Donc, lorsqu'on fait, comme je disais, dans le fond, ça devient deux messages avec le même contenu. Un autre exemple ici, c'est un exemple de Bonjour Québec. Bonjour Québec font des envois des activités qui se passent dans la région. Et ce que vous voyez dans le fond, c'est que au Québec, on fait l'annonce, pas tout à fait des mêmes activités, parce qu'on peut faire l'annonce des activités de la prochaine semaine ou des 2 prochaines semaines au Québec, mais lorsqu'on parle aux gens qui planifient leurs vacances, mais à ce moment-là, on va davantage aller mettre des activités qui sont peut-être dans un mois pour laisser le temps à la personne de planifier un déplacement et puis de venir. Alors, c'est un petit peu une différence qu'il y a au niveau de ces deux messages-là. Donc, euh, dans le fond, on définit à quel moment on fait l'envoi. Au moment où on fait l'envoi, si tous les contenus sont pertinents pour tout le monde. Ça peut être des contenus selon le comportement, comme je dis, la région, ou le type d'adresse électronique. Vous pourriez, par exemple, décider de faire des groupes et dire, bien, tous ceux qui sont des webmails, donc on parle de Yahoo, Hotmail, Gmail, bien, ceux-là, je les envoie le vendredi après-midi parce que je sais que les gens, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir leurs messages puis qu'en fin de semaine, ils vont les ouvrir. Alors que tous ceux qui sont des adresses de bureau, mais je vais favoriser peut-être le lundi après-midi ou le mardi matin parce que si je les envoie en même temps, ben le lundi, je vais me retrouver avec tous les emails qui n'auront pas vu le vendredi après-midi, le samedi puis le dimanche. Donc, aussi, les groupes peuvent être faits sur les types d'adresses électroniques. Au niveau du mobile ou l'ordinateur, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler du responsive. Je ne parlerai pas trop longtemps de la différence entre le responsive et la version mobile, mais grosso modo, c'est que le responsive, c'est comme une version adaptative de votre message. Donc, c'est le même message, mais qui s'adapte. Mais il y a quand même des limitations par rapport à ce qu'on peut faire, au rendu qu'on peut avoir. Alors qu'une version mobile, ça va être vraiment une version qui va être différente, puis qu'on s'assure qu'il va s'afficher partout de la même façon. Fait que dans le cas d'ici, ce que vous voyez, c'est un exemple pour un message qui est envoyé au conseiller de Desjardins. Puis dans le fond, vous voyez la version HTML qui est envoyée et vous voyez à droite la version mobile. Ça demeure deux versions différentes. Donc, les gens, pour recevoir la version mobile, doivent soit cliquer sur le lien en haut à droite du message pour dire je veux voir la version mobile, puis à ce moment-là, ça va s'afficher, ce message-là va s'afficher dans leur fenêtre de navigateur, ou bien dans leur option d'abonnement, de venir identifier qu'ils veulent recevoir le mobile. Donc, c'est souvent, on utilise, souvent ça peut être fait en deux messages distincts, mais dans notre application, il n'y a pas beaucoup de nos clients qui l'utilisent, mais on a la possibilité de faire différentes versions de messages. Puis ces versions de messages-là peuvent être générées de façon automatique. Donc, ça demeure un seul message, mais c'est le système qui va définir lequel envoyer. Au niveau du réengagement de la relation, enfin, on peut créer un groupe, que le groupe, finalement, ça va être peut-être juste un message qu'on va envoyer, mais le groupe, on va cibler tout simplement juste un groupe de contacts.
dans OpenFill, on a créé une nouvelle section dans la volumétrie contact, c'est-à-dire dans les résultats contact. Vous avez maintenant la possibilité d'afficher vos contacts qui sont inactifs dans les 6 derniers mois, la dernière année. Probablement, je pense que vous pouvez mettre des dates aussi à l'intérieur. Donc, vous êtes capable de sortir rapidement les gens qui sont inactifs et de faire des actions auprès d'eux pour pouvoir les réengager, voir est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus d'intérêt, est-ce que c'est parce que l'adresse n'existe plus. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un exemple que j'avais reçu de Shoppers Drug Mart qui me demandait si j'étais encore là parce que je n'avais pas ouvert l'objet. Là, j'aurais probablement dû mettre l'objet, mais l'objet était Are you still there? Donc, c'était vraiment, c'était un message qui était très différent du message corporatif qui me disent combien j'ai de points boni, de rabais. Donc, j'ai quand même été incité à l'ouvrir. Puis, ben, ils ont réengagé la conversation avec moi parce que j'ai ouvert ce message-là. La raison pour laquelle ils me l'avaient envoyé, c'est justement parce que je n'ouvrais plus mes messages. Donc, c'est un type de groupe, mais plutôt que de faire deux versions de message, on fait juste une version de message, mais on va aller cibler un groupe spécifique pour personnaliser une communication spécifique à ces gens-là. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la personnalisation conditionnelle ou dynamique. En fait, la personnalisation conditionnelle, ce que ça fait, c'est que c'est un seul message que vous construisez et que les contenus vont s'afficher seulement les profils de la personne. Donc, on peut voir ça un petit peu comme si vous avez des boîtes de contenu indépendantes et, par exemple, comme un casse-tête où vous pourriez déplacer les pièces. Donc, c'est un peu comme ça. Ce que vous voyez, les deux exemples en haut à droite, il y en a un qui est plus court, qui a moins de contenu, l'autre est plus long. C'est le même contenu générique, mais c'est juste que selon une clause, il y en a un des deux qui a reçu plus d'informations parce qu'il avait peut-être acheté un produit supplémentaire ou il avait peut-être visité des pages supplémentaires sur le site. Au niveau de la personnalisation conditionnelle, une des choses qui est possible de faire, dans le fond, c'est d'envoyer des promotions, des produits ciblés selon la connaissance qu'on a sur le client. Par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais savoir à partir du formulaire d'inscription ou de toute autre façon, savoir dans ma base de données si c'est un homme ou une femme et dire, bon, ben, cette semaine, pour les hommes, je vais faire la promotion de la cloueuse, alors que pour les femmes, je vais faire la promotion de la chaise à mac. Donc, dans le fond, euh, tout le reste du message va être le même. C'est juste ce bloc-là. Comme vous pouvez voir, les blocs sont sensiblement les mêmes. C'est juste les produits qui sont positionnés qui sont différents. Donc, ce qui fait que le message, vous n'avez pas besoin de faire 3-4 messages, 3-4 tests. Vous faites un seul test, mais vous pouvez mettre des blocs. Là, j'ai deux exemples hommes-femmes, mais je pourrais y aller avec plusieurs conditions. Par exemple, si c'est un client 1 an, un client 4 ans, un client 5 ans, il pourrait avoir des promotions différentes pour chacun. Relance d'achat, dans le fond, offrir de nouveau le produit acheté. Dans le fond, plutôt lorsque quelqu'un a déjà acheté un produit, si vous avez une gamme de 75 produits, vous ne voulez probablement pas créer 75 messages différents. Donc, ce que vous faites finalement, c'est que vous créez une enveloppe ou une façon de présenter les contenus et les contenus vont vraiment s'intégrer selon la connaissance que vous avez sur le client. Dans ce cas-ci, c'est la CEPAC. Donc, il y avait une personne avait acheté un produit, l'autre personne avait acheté l'autre produit et les messages étaient différents, mais à la base, c'était la même coquille qui nous permettait de créer ce message-là. Donc, si on voulait, par exemple, changer la bannière en haut ou changer les textes génériques, mais à ce moment-là, on pouvait facilement le faire. On n'avait pas besoin d'y aller dans les 75 produits qui étaient offerts. On le change dans le modèle générique, mais la constitution, chacun des blocs vont se constituer de façon indépendante euh, selon vraiment le profil de la personne. Ici, un autre exemple, c'est pas quelque chose qui existe. Ben, en fait, ça, c'est fruits et patience. C'est qu'on pourrait aussi faire, parce qu'on parlait des achats, on parlait du profil, mais ça pourrait aussi être de faire la promotion de coupons rabais basés sur des pages visitées. On a des outils sur OpenField qui permettent de faire le tracking unitaire des visiteurs, c'est-à-dire qu'on peut savoir cette personne-là est allée sur cette page-là, elle a fait telle chose, et on peut à partir de ça créer des indicateurs. Par exemple, on pourrait dire cette personne-là, sur Fruits et Passion, elle va toujours dans les produits pour hommes. Cette personne-là, elle va toujours dans les savons à main. Donc, on pourrait à ce moment-là dire, on va faire des ou celle-là, elle va toujours dans les parfums d'ambiance. Donc, quand on arrive par la suite pour faire un message, on pourrait, basé sur cette information-là, dire, je veux envoyer
une promotion sur les savons à main à la personne qui a visité des pages de savons à main ou qui a cliqué ces produits-là dans mes messages, dans mes bulletins que j'ai envoyés, où elle m'a fourni cet intérêt-là lors de l'inscription. Puis la même chose pour les parfums d'ambiance. Dans le fond, je pourrais dire, bon, mais celui, finalement, donc, je remplace le coupon savon main par le coupon parfum d'ambiance pour les gens qui ont démontré plus d'intérêt sur ce produit-là. Ici, le persona, c'est basé sur un petit peu plus. Le persona, dans le fond, c'est comme je disais, c'est un peu sur les indicateurs. Dans le fond, les indicateurs, ça peut être basé sur, c'est des règles d'affaires que les gens vont se créer chez eux. Bon, ici, l'exemple, c'est membre élite versus membre régulier. Un membre élite, chaque entreprise va définir pour lui quel est le membre élite ou le client platine ou le client argent. Dans le fond, ça peut être un nombre d'achats dans l'année plus un montant d'argent. Pour chaque personne, pour chaque entreprise, ça va être différent parce qu'on s'entend qu'il y a des entreprises que lorsqu'on parle de produits de consommation, une personne va consommer quelque chose 12 fois par année, par exemple, du dentifrice va en acheter 12 fois par année. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui en achètent 12 fois par année vont devenir des membres élites, mais quelqu'un d'autre qui vend des produits, peut-être, je ne sais pas moi, ben, il vend des caméras vidéo, on s'entend qu'il n'y aura pas 12 achats par année. Donc, les règles d'affaires pour créer les personas sont vraiment définies par l'entreprise, par ses produits qu'il offre et par les relations qu'il a et son cycle d'achat avec ses clients. Ici, ce qu'on montre l'exemple, c'est, dans le fond, c'est comme si on avait différents niveaux de clients qu'on a identifiés avec des étoiles. Donc, le niveau client 1, qui est probablement le niveau, bon, celui qui vient, c'est pour une association, c'est des exemples d'association, celui qui vient à nos activités, mais pas très souvent, qui semble toujours vouloir payer moins cher pour prendre tout par exemple, si vous avez une association qui aurait des conférences qui dureraient 2, 3 jours, cette personne-là achète toujours juste une demi-journée. Et cette personne-là, c'est sûr que oui, on veut l'inciter à s'inscrire, mais cette personne-là, on ne veut pas nécessairement y donner 30% sur son prochain inscription, mais on veut peut-être l'inciter à s'inscrire pour la journée complète. Donc, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire, on te fait une promo, le lunch est gratuit, donc tu peux t'inscrire le matin, tu vas pouvoir dîner, puis ça va peut-être inciter la personne à rester pour l'après-midi. Au niveau du 30%, mais ça pourrait justement être quelqu'un c'est un bon client, mais c'est pas un platine, c'est pas quelqu'un pour qui on veut vraiment, oui, c'est quelqu'un qu'on veut qu'il revienne, mais on n'est pas capable d'identifier comme étant un client à grande valeur, si vous voulez. Donc, lui, on lui offre une promotion de 30%, alors que celui qui vient régulièrement, celui qui nous réfère, celui qui est vraiment dans nos amis, si vous voulez, mais celui-là, en ce moment-là, on peut lui offrir une promotion 2 pour 1 qui va l'inciter à peut-être amener un ami, qui va peut-être lui aussi amener un ami, puis il va être aussi fidèle que lui. Donc, vous voyez, dans le fond, les personas, c'est créé à partir de vos indicateurs, à partir de pas vos indicateurs, mais vos données internes, des indicateurs qui vont vous permettre par la suite d'aller créer des blocs de contenu et pouvoir les insérer à l'intérieur de vos messages. J'ai fini la portion pour ce matin. J'ai vu que j'avais des questions. Ce que j'ai comme question, dans notre base de données, nous avons beaucoup de courriels en quarantaine. Est-ce qu'il serait approprié de faire un courriel de rappel comme le Are you still there, comme pour les contacts inactifs? En fait, non. Les courriels en quarantaine qui sont dans votre base de données, c'est des contacts qu'on a essayé de contacter. Cette adresse-là, elle est plus bonne. Donc, c'est pas que cette personne-là vous a mis, cette personne-là, c'est pas des abonnés, c'est le serveur. Lorsque les messages sont en quarantaine, c'est que nous, notre serveur envoie le message au serveur et ce serveur-là nous dit écoute, cette personne-là n'existe plus. Donc, à 99,9%, ça veut dire que même si vous tentez de réengager avec cette personne-là, cette adresse-là, il n'y aura pas de réponse à y avoir dessus. Donc, les inactifs, c'est vraiment pour ceux qui sont toujours actifs, mais qui n'ont pas, on devrait peut-être plus appeler ça des dormants, donc qui n'ont pas fait d'ouverture ni de clic à l'intérieur d'un délai. J'ai une autre question. Quelle serait la meilleure stratégie de perso pour du lead generation? Tout dépendant de l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais au niveau du lead generation, souvent c'est un cycle. Quand on parle souvent de lead generation, je ne sais pas si dans votre cas, vous êtes dans l'entreprise
entreprise vers entreprise ou pour le consommateur. Mais quand on parle d'entreprise pour entreprise, c'est vraiment de définir, dans le cas de dans le B2C, la personne me répond qu'elle est dans le business to consumer. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de mettre des séquences. Au niveau de la personnalisation, c'est de commencer avec un message. Par exemple, vous engagez une relation avec quelqu'un, la personne vous fournit son adresse électronique, vous lui envoyez un message dans lequel vous essayez de définir quels seraient ses intérêts. Donc, c'est peut-être un message générique, par exemple, mettons, dans le domaine de l'assurance, qui présenterait des fonds de retraite, des trucs pour les enfants, donc plusieurs trucs différents qui vous permettent de peut-être aller saisir un peu l'information de votre client. Lorsque vous avez l'information sur, OK, cette personne-là a démontré cet intérêt-là, bien, à partir de cette information-là, vous pouvez à ce moment-là commencer à faire de la personnalisation et faire des contenus personnalisés. Peut-être que le prochain message va contenir aussi encore vos 4 produits, mais le produit que la personne vous a spécifié, qui était son produit qui semblait avoir de l'intérêt, vous allez peut-être le positionner en premier dans votre courriel pour vraiment inciter la personne à en savoir davantage sur ce produit-là. Et au niveau du lead nurturing aussi, lead generation ou lead nurturing, ce qui est important, c'est que moi, je vous parle beaucoup de bases de données. Je n'ai pas vraiment parlé d'acquisition de données, mais au fur et à mesure, on parle d'ouverture de clics, mais au fur et à mesure, ça peut être important à des étapes spécifiques d'une relation d'affaires d'aller essayer d'aller chercher plus d'informations sur les contacts, d'aller essayer d'en savoir un peu plus, de faire, souvent, une des façons, ça va être de faire des concours, mais spécifiques à ces abonnés-là. Donc, plutôt que faire un concours ouvert à tous, peut être en mode acquisition de clientèle, on va être en mode acquisition de données, puis on va inciter les gens à ce moment-là à venir nous donner plus d'informations sur eux pour qu'on puisse les connaître davantage puis personnaliser davantage la relation. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des questions. Présentement, je n'avais pas d'autres questions. Alors, je vous remercie de votre présence puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.